Bonjour les amis, bienvenue dans le JT du grenier réalisé sans montage, sans trucage, le plus célèbre grenier parce que c'est le seul en Normandie qui fait de l'économie, et oui, mes trois petits singes et moi-même, mon chat et mes poules de cristal, nous sommes heureux de vous retrouver et les poules de cristal ont détecté un nouveau danger, et oui, le retour des pénuries de carburant, et va-t-il falloir faire des réserves de gasoil ? Sacrée question, n'est-ce pas? On va essayer d'y répondre ensemble en partageant encore une fois, non pas des vérités absolues, mais des réflexions, et on va regarder un petit peu les cours du pétrole. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va baisser? À quoi on peut s'attendre entre l'embargo sur les produits raffinés, les produits pétroliers bruts de la Russie. Il y avait 5 décembre 2022, 5 février 2023. On va reparler de tout ça. À quoi faut-il s'attendre et est-ce le moment de faire le plein? Allez, en avant les copains, on va regarder ça. Pénurie de carburant, le retour, faut-il faire ses réserves de gasoil? D'abord, il va falloir qu'on comprenne la production mondiale. Et oui, la Russie, ça fait un immense trou parce que, regardez, les États-Unis, c'est la nouvelle Arabie Saoudite. C'est majeur comme changement géopolitique. Les gens n'ont pas perçu, mais aujourd'hui, les États-Unis sont le plus gros producteur de pétrole et de gaz avec le GNL américain et les gaz de schiste qui font soit du pétrole, soit effectivement du GNL. Eh bien, ils sont passés devant largement l'Arabie Saoudite. Et la Russie et l'Arabie Saoudite, c'est globalement à peu près équivalent. 12 millions de barils pour les États-Unis, 10 millions pour l'Arabie Saoudite, 10 millions, 10,4 et 10,2, 10,3 pour la Russie. Donc sensiblement, Arabie Saoudite et Russie, c'est la même chose. Et le quatrième, c'est le Canada, 4,6. D'accord? Donc après, le quatrième producteur mondial, c'est plus de 2 fois moins, c'est quasiment 3 fois moins que, excusez-moi, le premier producteur mondial que sont les États-Unis. Donc vous voyez bien que une fois qu'on a vu ça, on comprend que se passer des 10 millions de barils russes par an, c'est loin d'être évident. En réalité, c'est même complètement impossible. C'est totalement impossible. On ne peut pas se passer quasiment du tiers de la production mondiale de pétrole. C'est en réalité totalement impossible. Et pourtant, les cours du pétrole ne montent pas. Donc vous allez voir, il y a une raison et on va essayer de comprendre ce qui se passe parce que techniquement, le choc pétrolier avec l'embargo sur la Russie aurait dû conduire à une hausse absolument terrible du prix du pétrole. Et ça n'a pas été le cas. Et il y a des raisons à ça. Tenez, regardez, justement, embargo contre le pétrole russe, même pas mal sur les cours. Je ne parle pas de politique, je ne parle pas des effets de la destruction de l'économie russe, comme l'évoquait notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, et l'embargo sur le pétrole russe, il a démarré donc sur le brut, il y a le brut et les produits raffinés. Donc sur le brut, c'était le 5 décembre 2022. Et regardez, 5 décembre 2022, on est à peu près là. Bon, il y a une petite hausse, il y a une petite baisse, le tout dans une tendance baissière du pétrole. Enfin, franchement, même pas mal sur... là, on est sur les cours du pétrole sur un an. Franchement, juste même pas mal. Aucun impact de l'embargo vis-à-vis des produits pétroliers bruts russes en décembre. Aucun impact sur les cours. Prix plafonné à 60 $ le baril, on est à 73 $ le baril. Aucun impact sur les cours, ni de l'embargo, ni du plafonnement des prix décidés. Mais il va y avoir, à partir du 5 février, on y arrive, hein, c'est dans 3 semaines, l'embargo sur les produits raffinés russes. Et donc les produits raffinés, c'est notamment le diesel, le gasoil, le kérosène, l'essence, le sans plomb, le avec plomb, le plombé et le pas plombé. Donc ça, ce sont les produits raffinés. Et les produits raffinés vont également, évidemment, être soumis à embargo. Et ça pourrait poser quelques problèmes. Alors, regardez, ça c'est super intéressant. Donc, ici, là, on voit où se situe la Russie, 3e producteur mondial. Objectivement, compte tenu de la demande de pétrole, qui n'a pas été divisée, qui n'a pas perdu 30%, c'est impossible de se passer du pétrole russe.
Donc, un embargo sur le pétrole russe doit avoir un impact sur les cours. S'il n'y a pas d'impact sur les cours, c'est que l'embargo, objectivement, ne sert à rien. Pourquoi l'embargo ne sert à rien en termes d'embargo? Parce qu'en fait, on a un changement majeur de clients. En fait, c'est une rotation dans chaque clientèle par rapport à chaque fournisseur, et c'est ces grands équilibres-là qui changent, et c'est l'un des mobiles, évidemment, de la guerre actuelle. Alors regardez, l'Inde achète 14 fois plus de pétrole russe, et la Chine 2 fois plus de pétrole russe qu'il y a un an. Donc en gros, la Russie vend à l'Inde et à la Chine, et donc ce que les autres producteurs vendaient avant à l'Inde et à la Chine, ils le vendent à l'Europe et aux États-Unis et aux autres pays, mais surtout à l'Europe, et donc résultat des courses, en fait on a une rotation de la clientèle de chacun des fournisseurs, mais au global la demande ne change pas et la production, elle, n'a pas changé non plus, donc on n'a ni choc de demande ni choc d'offre, donc en fait la Russie a réorienté ses ventes de brut, donc la Russie vend 14 fois plus à l'Inde, 2 fois plus à la Chine. Si la Chine et l'Inde achètent proportionnellement moins aux autres producteurs, que sont les États-Unis ou l'Arabie Saoudite, eh ben les États-Unis et l'Arabie Saoudite réorientent leur flux, évidemment, vers l'Europe. Et donc, au final, la quantité de pétrole vendue et la quantité de pétrole acheté ne changent pas. Ce qui change, c'est qui achète et qui vend à qui. Logiquement, l'embargo sur le pétrole russe ne fait donc pas bouger les cours significativement pour le prix du baril qui est coté. Donc pour l'instant, cet embargo n'a pas d'autre utilité ni autre effet que de générer de nouvelles alliances et de faire changer la répartition des parts de marché. Encore une fois, qui vend quoi à qui? Et ça, c'était l'objectif des Américains, puisque les Américains, regardez, ils sont devenus les premiers producteurs. Et quand on devient les premiers producteurs, eh ben on a envie d'avoir des marchés, parce qu'il faut la vendre, cette production, il faut la valoriser. Et puis, soit dit en passant, vous vous souvenez du pétrodollar. Avant, c'était les pétromonarchies. Eh bien, la plus grosse pétromonarchie aujourd'hui, c'est les États-Unis eux-mêmes, et donc la force du dollar, j'en parlais il y a 2 ans, dans le dossier stratégique qui était consacré à ça, vous pouvez le relire, la géopolitique américaine est évidemment maintenant beaucoup basée sur son exploitation du pétrole et sa vente du pétrole. Et donc le pétrole américain est vendu aux alliés américains, notamment l'Europe. Et donc là aussi, c'est une histoire de gros sous et donc de marché. Et l'objectif des Américains, c'est de récupérer le marché européen. Et pour le gaz naturel liquéfié, le GNL, qui va arriver par bateau à la place du gaz russe, et évidemment le marché pétrolier européen, et donc vendre notre pétrole, vendre son pétrole à nous autres Européens, et donc ça maintient tout ça, évidemment, la force du dollar. Et le pétrodollar, aujourd'hui, c'est un pétrodollar américain, basé sur une production américaine. C'est un changement absolument majeur que personne n'a vu, que personne n'a vraiment conceptualisé, et que personne ne vous évoque. Et c'est évidemment aussi l'un des mobiles de toutes les tensions géopolitiques que vous voyez actuellement à l'œuvre, derrière la guerre en Ukraine, derrière les tensions avec l'Arabie Saoudite. Vous savez, le gars qui avait été découpé en morceaux, le journaliste qui avait été découpé en morceaux, l'Arabie Saoudite qui avait été un petit peu mise de côté. Bon, tout ça, ce sont des tensions géopolitiques liées derrière à l'énergie, encore une fois, pour comprendre les guerres, cherchez l'énergie, cherchez les flux, cherchez l'argent et vous comprenez beaucoup mieux ce qui se passe. L'embargo à l'égard du pétrole russe influence donc directement la démondialisation et matérialise un peu plus la partition du monde et ce nouveau rideau de fer dont je vous parle. Le monde est en train de se partager, il y a une partition qui est en train de se faire à nouveau, vous la voyez très bien, Russie, Chine, Inde d'un côté, et puis ce qu'on va appeler le monde occidental de l'autre, États-Unis, Europe, Japon, Australie, bref, le G7, l'OTAN, l'OTAN, les pays membres de l'OTAN, et puis l'Amérique latine, qui est dans un espèce de nini. En attendant, les amis, en attendant quoi ? Parce que je ne vous l'ai pas mis ici, mais j'aurais pu vous le rajouter, en attendant que le Venezuela, dont la
production de 600, presque 700 millions de barils est juste totalement négligeable. Et en réalité, c'est le pays qui aujourd'hui a les plus grosses réserves de pétrole. Donc il va se passer évidemment quelque chose sur le Venezuela dans les mois et années qui viennent. Il va se passer des choses avec le Venezuela parce qu'ils sont assis sur un tas d'or pétrolier. Et donc, les Américains, évidemment, vont essayer d'attraper ce marché. Donc là aussi, ce qui arrive au Venezuela, les sanctions, Chavez, Maduro, machin, tout ça, c'est aussi lié évidemment à ça. Et d'ailleurs, regardez, un autre pays qui a de grosses réserves, c'est l'Iran. Mais l'Iran, on a eu un problème avec l'Iran, on a eu un problème avec le Koweït qui avait des réserves, on a eu un problème évidemment avec l'Irak qui avait des grosses réserves de pétrole. Cherchez le pétrole, cherchez l'énergie et vous comprenez évidemment les guerres et les problèmes. La Russie, donc voilà, on en était là. Alors regardez, ça ce sont les prévisions économiques pour comprendre ce qu'il va se passer sur les prix du pétrole. Cette année, 2023, ça va être très compliqué en fait. Les prix du pétrole, c'est un équilibre entre offre et demande, donc entre croissance économique et récession. En clair, si j'ai une très forte demande, eh bien les prix montent parce que l'offre elle n'est pas extensible, donc on ne peut pas multiplier par 2 la production mondiale de pétrole en claquant des doigts. Donc si j'ai une demande forte, c'est-à-dire une croissance économique forte, eh bien, et que j'ai une offre à peu près constante, eh bien évidemment les prix montent beaucoup. Un choc pétrolier. De la même manière, ou inversement, si j'ai une grande récession, donc une demande faible, et que l'offre reste à peu près constante, même si là l'OPEP réussit à peu près à régler en fermant le robinet, mais ça met du temps. Souvenez-vous, mars 2020, premier confinement, le monde s'arrête brutalement. On ne peut pas couper en 48 heures seulement tous les puits pétroliers. Et donc, on va se retrouver avec des prix négatifs sur le pétrole pendant quelques jours parce qu'il n'y a plus de capacité de stockage et qu'on ne peut pas balancer son pétrole dans la mer. Ça fait marée noire, ça fait mauvais effet. Et donc, quand il n'y a plus de capacité de stockage et que le pétrole continue à couler, c'est un vrai problème. Donc, on s'est retrouvé avec des prix négatifs où vous étiez payé pour pouvoir stocker du pétrole. Alors, la croissance mondiale pour 2023, le FMI l'envisage à 2,7%, ce qui est bas pour les pays avancés, 1,1% de croissance. La France plus 0,7%, une récession en Italie avec moins 0,2%, une récession en Allemagne avec moins 0,3%. Pour la zone euro, une très faible croissance de 0,5%. Donc à ce stade, le FMI ne prévoit pas de récession mondiale. Pourtant, si on continue à augmenter les taux d'intérêt massivement, et puis si la guerre s'aggrave, et puis bref, on peut avoir une récession mondiale très forte, comme on peut effectivement avoir une croissance économique très faible. Dans tous les cas, la croissance économique sera faible pour 2023, et dans le meilleur des cas, de toute façon, elle sera faible. Et dans le pire des cas, elle sera effectivement très faible, c'est-à-dire même négative, avec évidemment dans ce cas-là non pas une croissance négative comme nous l'avait si joliment inventé Christine Lagarde, mais une récession bien positive. Donc c'est une croissance négative, je suppose que l'inverse c'est la récession positive, donc on en est là. Alors ça, avec des prévisions de croissance comme ça, vos prix du pétrole ils devraient stagner. D'accord, il ne devrait pas ni monter ni s'effondrer, il devrait globalement stagner, donc on va dire entre, allez, pour donner une fourchette large, on va être entre 50 et 100 $, le baril en fonction des flux de nouvelles géopolitiques. La guerre s'aggrave, j'ai peur, bouf, ça monte un peu. On monte encore les taux d'intérêt, il y a trop d'inflation, j'ai très peur de la récession, boum, les prix baissent un peu parce qu'on anticipe une baisse de la demande, etc. etc. Donc on va osciller là-dedans. Alors, quels sont les facteurs de hausse? Maintenant, on va juste rapidement balayer ce que c'est facteurs de hausse et les facteurs de baisse sur le pétrole. Et bien évidemment, les embargos contre les productions russes, pétrole brut ou pétrole raffiné, c'est évidemment un facteur de hausse. Si je retire potentiellement de l'offre du marché, eh bien je fais monter les prix. On a vu que pour le moment, plutôt que de faire monter les prix, c'est plutôt une grande rotation dans le partage de la clientèle, plus qu'une augmentation des prix et qu'une évolution du ratio offre-demande. On est plutôt sur l'évolution de qui vend à qui.
La demande en hausse liée au retour de la Chine suite à la fin des politiques zéro Covid, ça par contre c'est très inflationniste sur le prix de l'énergie et le prix du pétrole. Si la Chine se réveille et que les 1,5 milliard de Chinois se mettent à consommer beaucoup de pétrole, ça peut faire monter les prix. Mais bon, pour le moment, c'est les Russes qui fournissent à la Chine. Et donc, bon, globalement, voilà, c'est à voir avec ce qui va se passer à partir de février. Pourquoi? Parce que les Chinois sont encore très malades actuellement. Donc la Chine tourne vraiment actuellement au ralenti. Elle sort du zéro Covid. Tout le monde est infecté. Il y a beaucoup de gens absents, beaucoup de gens malades. Donc évidemment, ça tourne au ralenti. On va voir ce que ça va donner dans un mois quand leur pic épidémique, leur premier gros pic épidémique sera passé. Les prix délirants de l'électricité qui vont pousser à l'utilisation de groupes électrogènes diesel. Vous le voyez en France, hein, on commence à voir des entreprises qui s'installent, des gros groupes électrogènes et qui produisent en utilisant du diesel plutôt qu'en allumant l'électricité qu'on leur vend à x10 ou à x20. Vous avez tous entendu les cas de ces boulangers, de ces restaurateurs qui payaient 700 € d'électricité par mois et à qui on demande 20 000 € maintenant. Donc bah, évidemment, à 20 000 €, vous imaginez bien que ça revient moins cher aujourd'hui d'acheter un groupe électrogène, de mettre du diesel, même à 2 € le litre, et puis de faire tourner ça. Je vous rappelle également que si nous on paye 2 € le litre en tant que particulier, quand vous êtes une entreprise, vous récupérez la TVA, donc vous récupérez une partie des charges et donc ça vous fait quand même 20% de remise sur le litre. Hein, donc c'est pas voilà. Donc on se retrouve avec une demande en hausse. On avait eu exactement le même phénomène en Chine, quand la Chine avait coupé ses centrales à charbon en 2020 ou 2021 je crois, elle avait coupé ses centrales à charbon et pour dépolluer son air, Jeux Olympiques, machin, etc. Et donc du coup, les entreprises qui n'avaient plus d'électricité avaient massivement pris des groupes électrogènes et du diesel, et donc ça avait entraîné des distorsions sur le marché, une hausse de la demande, et donc on s'était retrouvé avec des prix qui avaient monté. Le sous-investissement chronique dans le secteur pétrolier, suite à la volonté de décarboner l'économie mondiale, les transports, etc. Le pétrole, c'est pas bien, les voitures thermiques, c'est pas bien. Bref, donc, si vous êtes patron de Total, vous êtes patron de Shell, vous êtes patron d'Exxon, bref, de toutes ces grosses sociétés pétrolières, et on vous dit, bon, bah, de toute manière, on veut plus de votre pétrole parce que ça pollue, c'est pas bien, carbone, machin, tout ça, je sais pas, vous êtes patron, on vous dit, je veux plus qu'il y ait de voitures, je veux qu'il y ait de voitures thermiques, 2035 interdit, je veux qu'il y ait que des voitures électriques, que des camions électriques. Bon, bah, évidemment, vous n'allez pas investir massivement ni dans vos capacités de forage, ni dans vos capacités de stockage, ni dans vos capacités de raffinage, ni non plus dans vos capacités de distribution de produits raffinés, c'est-à-dire dans la pompe, dans le réseau de stations-service, Total, machin, etc. Et vous n'allez pas investir massivement, puisque de toute façon, dans 10 ans, c'est terminé, tout le monde est censé se recharger à l'électrique. Que ce soit possible ou pas possible, c'est un autre débat dans lequel je rentre pas. Que ce soit souhaitable ou pas souhaitable, j'y rentre pas non plus, c'est pas le sujet. Je vous dis simplement, vous êtes patron d'une grosse société de pétrole, on vous dit dans 10 ans, il n'y a plus de pétrole. De la même manière, vous êtes patron d'une société qui fabrique des voitures, on vous dit dans 10 ans, il n'y a plus de voitures thermiques. Bon, bah, que font les constructeurs? Bah, ils s'adaptent et ils se mettent à fabriquer des voitures électriques et plus des voitures thermiques. C'est bien, c'est mal. Encore une fois, c'est un autre sujet, mais c'est la réalité des contraintes qu'on impose à ces sociétés, et donc comme on leur impose ces contraintes-là, et bien évidemment elles s'y adaptent et donc elles ont une autre politique conforme à ce qu'on leur demande. Enfin, la guerre qui nécessite beaucoup de pétrole, eh oui. Parce qu'en l'état actuel des choses, en revanche, on n'a pas les chars électriques, on n'a pas les drones électriques et on n'a pas non plus les avions de chasse électriques. Tout ça, ça fonctionne au bon vieux gasoil, kérosène, ça consomme des centaines de litres et de gallons à l'heure. Et puis en plus, il n'y a pas de pot catalytique sur les tanks, hein, qu'ils soient russes ou américains. Je peux vous assurer que ça pollue un max et ça crache plein de fumée noire avec plein de particules fines et lourdes, hein. Elles ne sont pas que fines, hein, les particules, tellement tout ça c'est dégueulasse. Donc ne faites surtout pas le bilan carbone de la guerre en Ukraine, mais de toutes les autres guerres, puisqu'il y en a eu plein d'autres, l'Ukraine, la Libye, l'Irak, l'Iran, la Syrie, etc. La liste est une liste à la Prévert, l'Afghanistan. Donc ça fait 20 ans que nous sommes en guerre, et je vous compte même pas la première guerre du Golfe et ces obus lâchés par centaines et par milliers à l'uranium enrichi. Donc tout ça
Tout ça, évidemment, c'est extrêmement polluant, donc ne faites pas ça serait des cauchemars climatiques si vous faisiez le bilan carbone de nos guerres. Et d'ailleurs, dans l'activité humaine, si on retirait la pollution générée par les guerres, je pense qu'on verrait la pollution des activités humaines civiles de manière peut-être moins outrancière et moins inquiète, avec peut-être beaucoup moins d'éco-anxiété. Et évidemment, autre point largement haussier pour le pétrole, c'est évidemment l'aggravation ou l'extension potentielle du conflit. On pense tous à la Chine et à Taïwan. Alors maintenant, les facteurs de baisse du pétrole, c'est logique, la hausse des taux d'intérêt. La hausse des taux d'intérêt, ça freine l'économie. En freinant l'économie, je freine la croissance. En freinant la croissance, je freine la demande. En freinant la demande, je freine la hausse de prix. Donc, c'est un facteur baissier. La baisse de la croissance économique, c'est pareil, c'est la conséquence de la hausse des taux. L'inflation qui pousse le pouvoir d'achat vers le bas. Et plus les prix montent, je dois d'abord mes besoins primaires, je dois d'abord me loger, je dois ensuite d'abord me nourrir et m'alimenter, et ensuite me déplacer pour les plaisirs. Donc je me déplace évidemment professionnellement, et donc je concentre mon budget sur les déplacements professionnels. Et puis les déplacements, plus de loisirs, de plaisirs, les vacances, etc., je ne me déplace pas. Ça tire le pouvoir d'achat vers le bas, et donc ça tire là la demande spécifiquement, on va dire, de loisirs ou de plaisirs. Vous savez, aux États-Unis, ils appellent ça la driving season, la saison de la conduite, qui sont les mois d'été, et où on a traditionnellement un pic évidemment de demande de produits pétroliers et d'essence. À long terme, la transition évidemment écologique et la fin des moteurs thermiques, on en parlait. Ça, c'est extrêmement déflationniste. C'est un vrai facteur de baisse de prix structurel et tendanciel pour le pétrole. Alors, reste à savoir si, au même moment, si je diminue ma demande et ma consommation, mais qu'au même moment, la production de pétrole, elle, diminue, peut-être parce qu'on a atteint notre pic pétrolier, ou qu'on n'arrive plus à en produire autant, ou à en exploiter autant, ou que les investissements baissent, peu importe les raisons, si la production de produits pétroliers baisse simultanément à la demande, les prix resteront constants, et on peut prévoir quand même, on peut envisager que notamment l'OPEP, qui a toujours fonctionné comme ça, ils baisseront évidemment leur production pour maintenir des prix à un niveau qui leur permette évidemment de gagner de l'argent. Et puis évidemment, un autre facteur très baissier pour l'énergie et le pétrole, à court terme, serait le retour de la paix et la fin du conflit en Ukraine et en Europe. Alors en réalité, ça serait tout de même une bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle serait une mauvaise nouvelle pour des prix élevés du pétrole, qui serait quand même une bonne nouvelle pour l'ensemble de la population, notre pouvoir d'achat, notre capacité à travailler, évidemment pour notre économie qui est profondément carbonée. Donc le retour de la paix et la fin du conflit serait évidemment un facteur baissier pour les prix du pétrole. Alors, conclusion. Conclusion, je vais presque vous faire une conclusion à la normande. Alors, est-ce que les prix vont monter, mon brave monsieur, cette année en 2023? Que voient vos poules? Mes poules de cristal vous répondent de manière très très claire. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que ça va monter, peut-être que ça va baisser. Allez, on va préciser un petit peu tout ça. Tout va dépendre évidemment de ce qu'il va se passer. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que là, en fait, les facteurs s'équilibrent à peu près. On voit bien que l'embargo sur le pétrole russe n'a pas eu d'effet. Pourquoi? Parce qu'on a eu une rotation, et donc le pétrole russe est parti globalement vers l'Asie, Inde et Chine, et le pétrole américain est venu et saoudien est venu globalement alimenter l'Europe et on va dire les pays membres de l'OTAN. Donc on a eu cette rotation, mais on n'a pas eu de choc d'offres ou de variation significative de la demande, donc pas d'impact sur les cours. Donc on voit une forme de quand même globalement stabilité. À long terme, les prix du pétrole vont monter parce que baisse des investissements, parce que transition, parce que l'économie reste profondément carbonée, et que même si nous avons la transition écologique, on reste avant tout carboné. Difficile de faire marcher des tracteurs avec des batteries électriques, difficile de moissonner avec une moissonneuse électrique qu'il faut recharger pendant 12 heures, difficile évidemment d'alimenter la région parisienne, l'Île-de-France et ses 12 millions d'habitants avec des Dacia Spring électriques. Vous allez avoir des problèmes pour vous alimenter, difficile d'avoir une chaîne du froid, difficile d'avoir des flux tendus et une chaîne logistique aussi complexe que la nôtre, avec pour le moment les véhicules électriques. Donc
on va rester de toute façon sur une demande relativement importante du pétrole, des investissements qui sont en baisse, donc une offre qui pourrait commencer à être extrêmement contrainte. Donc tout ça fait que tendanciellement, de toute manière, on peut prévoir évidemment à long terme une augmentation des cours du pétrole. Mais dans les mois qui viennent et à court terme, on va rester a priori sur une très forte volatilité. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de s'ajuster en fonction du flux de nouvelles. Alors, sur le court terme, dans les mois qui viennent, on ne va pas avoir un effondrement de la demande, sauf si on a une récession extrêmement forte. Mais regardez, un effondrement de la demande, ce sont les confinements de 2020. Donc là, le confinement de 2020 où le monde s'arrête, c'est un effondrement de la demande. Il n'y a plus de demande. Donc là, on a un mouvement significatif, évidemment, à la baisse sur les prix. Il n'y a pas de raison qu'on ait une envolée de la croissance économique à plus 20% de croissance économique en 2023. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une envolée des prix qui soit basée sur une demande qui exploserait. Donc on va vraiment plutôt, à mon sens, alterner, je vous disais, entre ces 50 et 100 dollars avec une volatilité plus ou moins importante, vraiment en fonction du flux de nouvelles, pour que les marchés, ils vont tenter en permanence de trouver ce point d'équilibre, ce nouveau point d'équilibre entre offre et demande, entre récession et croissance économique, entre guerre et paix, et risque de guerre, risque d'extension du conflit, et puis pour parler de paix. Quant aux produits raffinés, à l'embargo sur les produits raffinés à partir du 5 février, là par contre on va le traiter de manière différente. On pourrait tout à fait assister, notamment parce que le diesel russe et que les capacités de raffinage russes sont très importantes et que toutes les capacités de raffinage par exemple en Occident sont limitées. On peut en revanche envisager tout à fait on va dire une relative stabilité des prix du baril et donc du brut et des produits bruts, mais des pénuries sur les produits raffinés, notamment le diesel, puisque les Russes et la Russie est un gros fabricant de produits raffinés diesel et gasoil, etc. Donc ça, par contre, ces capacités de raffinage en Occident n'étant pas extensibles, et donc on dit que l'élasticité est très faible, et bien comme elles ne sont pas extensibles, on peut se retrouver avec un prix du baril qui lui reste à peu près stable, et soit des pénuries, soit une très forte augmentation des prix des produits raffinés. Et ça, c'est très différent. Là, vous avez ce qu'on appelle, ce qui existe, la marge de raffinage. Et donc, les marges de raffinage vont considérablement augmenter à partir du 5 février 2023 et peut-être même quelques jours avant. Donc, on peut imaginer deux choses, soit une pénurie de gasoil, soit une hausse importante, significative des prix de produits raffinés, voire les deux. C'est-à-dire à la fois et des pénuries et évidemment une hausse de prix, ce qui est assez logique. Quand il y a une pénurie, eh bien, sont servis, comme pour les médicaments, pour les masques. Vous savez très bien que quand les prix montent, l'ajustement se fait quand la demande reste constante et que l'offre diminue, eh bien l'ajustement, ça pénurie et ajustement par les prix, d'accord? Donc ceux qui peuvent payer, ils en ont, ceux qui ne peuvent pas payer, eh ben, ils sont en situation de pénurie et ils en ont pas. L'ajustement entre l'offre et la demande se fait toujours par le prix, et quand l'offre est très inférieure à la demande, vous avez ce qu'on appelle un choc d'offre, il n'y a plus d'offre et donc pénurie. Voilà. Donc ça, c'est ce à quoi on peut assister à partir du 5 février. Donc oui, on peut imaginer qu'il vaut mieux faire son plein de chaudière avant le 5 février. On peut imaginer, pour ceux qui en ont besoin, de faire un petit réassort avant le 5 février. On peut imaginer qu'il vaut mieux remplir 2-3 bidons, et c'était l'image qui illustrait cette vidéo, la petite vignette, 2-3 bidons de diesel d'avance pour éviter de se faire prendre au dépourvu, surtout si vous avez besoin évidemment de votre voiture pour travailler. C'est pas forcément une mauvaise idée que de prendre quelques précautions et d'avoir quelques litres de gasoil et un plein ou deux pour vous permettre non pas de continuer à rouler si le monde devait s'arrêter de rouler, mais en tout cas si nous devions vivre une pénurie ou des moments un petit peu de tension d'approvisionnement sur les produits raffinés suite à l'entrée en vigueur le 5 février de l'embargo à l'égard des produits raffinés russes, eh bien ça permet, si vous voulez, il y a toujours un petit peu d'essence, mais cette essence et ce carburant, c'est des rotations.
pendant une semaine où votre station-service n'est pas approvisionnée, puis une semaine après vous en avez un peu. Donc avoir un petit stock tampon en fait vous permet de gérer de manière beaucoup plus linéaire les problèmes d'approvisionnement et les problèmes de tension que vous pouvez vivre localement dans vos régions. Donc c'est toujours une bonne idée que d'avoir de toute façon de quoi rendre plus linéaire et de tenir entre les moments justement où on vous coupe l'approvisionnement. Pas d'essence pendant une semaine, vous tenez avec votre stock, et puis quand l'approvisionnement en essence revient, vous pouvez reconstituer un petit peu vos stocks de précaution et évidemment refaire vos plans. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les prix du gasoil, de l'essence, des carburants, du pétrole. Une forte volatilité à prévoir en 2023, un risque spécifique sur les produits raffinés, donc gasoil, sans-plomb, etc. Donc toutes les formes de carburant. Et on peut avoir une forme de relative stabilité des prix sur les produits bruts et des problèmes sur les produits raffinés. N'hésitez pas à partager cette vidéo, inscrivez-vous d'abord à la chaîne Le Grenier de l'Écho, activez les petites notifications en bas, mettez un pouce pour dire que vous avez aimé, partagez sans modération. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, c'est @insolentiae. Vous pouvez également vous abonner à la Let's Stratégie pour ceux qui veulent aller plus loin sur insolentiae.com/boutique Let's Stratégie. Mais vous avez le lien pour vous abonner dans la description. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la lettre d'information gratuite du site avec une édition quotidienne où je commente l'économie. Voilà les amis. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, une belle vie, et puis une bonne santé, évidemment, tous mes vœux surtout de bonne santé, parce que pour la prospérité, ça sera un tout petit peu plus compliqué vu que le gouvernement travaille à l'inverse. Mais en tout cas, je vous souhaite une très très belle santé, c'est le plus important. C'est sur notre santé que se basent toutes nos potentielles réalisations de l'année. Évidemment, c'est notre santé qui va rendre ça possible et la concrétisation de nos projets. Alors prenez grand soin de vous, prenez grand soin de ceux que vous aimez et on se retrouve dimanche prochain. Salut les amis.